l'histoire de ce jeune rêveur sans foyer qui inventa Louis Vuitton. Louis Vuitton est la marque de luxe numéro 1 au monde, évaluée à plus de 30 milliards de dollars. À son origine, un jeune adolescent sans abri qui rêve de succès. Sans argent et livré à lui-même, il enchaîne les petits boulots avec des artisans qui lui transmettent un savoir-faire précieux, le conduisant vers son destin, celui de pionnier des sacs et bagages modernes et l'homme à l'origine d'un empire qui vaut aujourd'hui des milliards. Voyons son histoire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quand les malheurs s'enchaînent. Louis Vuitton est né en France en 1821 d'un père meunier et agriculteur et d'une mère modiste. Il grandit à Anchet, dans le Jura. À l'époque, le pays se remettait tout juste des guerres napoléoniennes engendrées par la Révolution française de 1789. Un contexte économique et social qui a précipité les classes ouvrières, dont faisaient partie les Vuitton, à la faillite. Très tôt, le petit Louis a dû travailler avec son père, qui l'aidait au maniement de la meule et au travail de la terre. En 1831, à ses 10 ans, la vie du jeune enfant prend une tournure difficile avec la mort de sa mère, Corinne Gaillard, et le remariage de son père quelque temps plus tard. La marâtre méchante et vicieuse lui mène la vie dure et le pousse à la longue à prendre la fuite. À 13 ans, Louis quitte donc en douce le domicile d'Anchet pour se diriger vers la capitale, sans rien pour se nourrir et sans argent en poche. Sur son chemin, il croise la route d'artisans qui lui permet d'exercer différents petits boulots et d'apprendre à travailler la pierre, le métal, le bois et le tissu. Mais cela n'était pas suffisant pour se loger et Louis s'est retrouvé donc sans abri, dormant parfois dans les bois avec pour seule possession un manteau qui le protégeait du froid. À cette même période, la première ligne de chemin de fer reliant Paris a été inaugurée. Le transport et les voyages sont devenus plus accessibles et l'industrie a commencé à exploser. Les artisans ont rapidement compris le profit qu'ils pouvaient en tirer et ont commencé à fabriquer des coffres de voyage pour les aristocrates. Ces derniers voyageaient souvent avec des meubles, des instruments et des tableaux et avaient besoin de coffres résistants aux longs trajets. Ils cherchaient également de l'aide à emballer leurs affaires de sorte qu'ils ne s'abîment pas. Louis, qui avait déjà acquis quelques compétences dans son chemin vers la capitale, décide donc de tenter sa chance. Dans ce contexte effervescent de la révolution industrielle, Louis entre comme apprenti dans les ateliers de Monsieur Maréchal. Il gagnait peu mais avait soif d'apprendre. Il devient rapidement le chouchou des clients de Monsieur Maréchal jusqu'à devenir le layetier emballeur attitré de l'impératrice Eugénie. En 1854, avec l'expérience acquise auprès des clients les plus fortunés et la demande croissante, Louis décide de créer son propre atelier de layetier emballeur. Très tôt, il conçoit de nouvelles idées et de nouveaux produits qui changent et relèvent les standards de l'industrie. À l'époque, les coffres de bagages traditionnels étaient en cuir et avaient une forme rectangulaire. Leur couvercle était en dôme afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer, ce qui empêchait de les empiler et faisait perdre du temps à les charger. Pour parer à ces défauts, Louis expérimenta l'utilisation de plusieurs matériaux et tissus avant de se décider pour la toile. Cette matière est plus légère, plus durable et surtout plus résistante à l'eau. Elle permettait donc de créer des couvercles plats qui rendaient plus facile le chargement et l'empilement des coffres. La couleur grise qui résultait de l'étanchéité du produit rajoutait un aspect propre et plus moderne au produit. Utilisant ainsi la toile, il crée en 1858 le coffre à latte. Ce nouveau produit marque la naissance du bagage moderne. Malgré le scepticisme des débuts, il est devenu en 2 ans l'accessoire élégant qu'il était indispensable d'avoir. Continuant sur cette même lancée innovatrice, il décide de se lancer dans la production de sacs à main. À l'époque, le sac à main n'était pas un produit adopté par la société. On le trouvait peu élégant et volumineux. Mais Louis voyait un fort potentiel en cet accessoire et décide de les fabriquer en toile également. Le succès était immédiat et une forte demande se créa pour la création de nouveaux styles que les femmes pourraient raccorder à leurs différentes tenues. Avec le succès et une charge de travail de plus en plus grande, Louis finit par solliciter l'aide de son fils Georges. Ce dernier a l'esprit tout aussi créatif que son père, apporte de nouvelles idées qui ont permis de relever les standards de l'époque. Il créa ainsi la serrure à gorge, qui donnait au mâle des allures de coffre à trésors et empêchait les vols. Jusque-là, la plupart des mâles avaient des serrures qui pouvaient être facilement crochetées.
Ces attributs rendaient les coffres de plus en plus désirables aux yeux des clients. Malheureusement, la dure réalité de la vie oblige l'arrêt de la production. La guerre éclate et détruit l'entreprise de Louis, qui se retrouve à la rue pour la deuxième fois. Reprendre à zéro, encore une fois. La guerre franco-prussienne éclate en 1870, lorsque l'entreprise de Louis Vuitton est à son apogée. Louis et sa famille se voient obligés de quitter leur maison et atelier d'Asnières pour retourner vers la capitale. Là-bas, ils vivent dans des abris parmi d'autres réfugiés. La situation est telle que la nourriture devient rare et la famille Vuitton a failli mourir de faim. À la fin de la guerre en 1871, Louis retourne chez lui. Dévasté de retrouver ses outils volés et son atelier détruit, il ne perd pas de temps et décide de rassembler ce qui lui reste d'économie pour reconstruire son atelier et trouver un nouvel emplacement pour son magasin. Profitant de la baisse du prix de l'immobilier engendrée par la guerre, il achète un magasin dans un quartier huppé, au 1er rue Scribe. Les affaires de Louis prospèrent à nouveau, 2 mois seulement après la réouverture. Les commandes affluent du monde entier. Le designer ressent le besoin de concevoir des idées plus ambitieuses. À l'époque, la technologie était assez avancée et l'on pouvait imprimer des motifs sur les tissus. Sur la toile, Louis créa donc une ligne de tronc couverte de motifs rayés. Le nouveau design séduit aussitôt. Ce nouveau modèle permettait aux gens qui l'achetaient de se distinguer. Il devient également un marqueur de modernité. De plus, ce nouveau design rendait les contrefaçons difficiles, voire impossibles. Les commandes internationales ne faisaient qu'augmenter, ce qui pousse Louis à ouvrir un magasin à Londres. Cette expansion lui a permis de diversifier sa clientèle pour introduire des membres de la royauté étrangère et de l'aristocratie. En 1892, Louis finit par créer son premier catalogue pour faciliter les prises de commandes. Cette stratégie commerciale visait à porter l'entreprise et les affaires encore plus haut. Mais cette même année, une tragédie inattendue vient le couper dans son élan. L'homme est emporté par une mort soudaine en 1892 à l'âge de 72 ans. La cause de sa mort reste inconnue. C'est donc à son fils que revient la charge et la responsabilité de reprendre l'affaire de son père. Sans perdre de temps, il s'envole pour les États-Unis afin d'assister à l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Là-bas, il prend conscience de l'importance de développer un réseau de distribution internationale. Un certain John Wanamaker, qu'il rencontre sur place, va l'aider dans son projet. Ce dernier est le pionnier dans la création du concept des grands magasins. C'est lui également qui inventa l'étiquette de prix. Après sa rencontre avec George, l'homme commence à commercialiser les articles Louis Vuitton dans ses grands magasins de New York. C'est au même moment, en 1892, que George décide de créer le célèbre monogramme à la mémoire de son père et qui deviendra le symbole de la marque. Un motif floral avec les initiales LV entrelacées. Les clients étaient très surpris de ce monogramme, ceux-ci étant habituellement utilisés pour embellir leur propre nom et initiales sur les sacs. Mais les temps ont évolué et le design a fini par convaincre les plus sceptiques. Depuis, George et son fils ont continué de suivre les pas de Louis Vuitton, en innovant sans cesse et en créant de nouveaux designs. Parmi les créations les plus célèbres, on trouve le Kipal, 1930, un sac incontournable à emmener partout avec soi. Le Noé, 1932, un sac conçu à l'origine pour transporter le vin et le champagne. Et enfin, l'Alma, 1934, une recréation d'un célèbre sac initialement réalisé pour Coco Chanel. À ce moment-là, George avait effectué une tournée des États-Unis et avait construit un grand réseau de distribution. Tout comme son père, George avait de l'ambition et voyant grand pour l'entreprise. Malheureusement, l'histoire s'est répétée et George est décédé à son tour en laissant à son fils Gaston le soin de finir ses plans inachevés. Mais le contexte mondial n'aide pas Gaston à commencer du bon pied. En effet, la Deuxième Guerre mondiale éclate et les contrats ont dû être annulés. Gaston n'a plus d'autre choix que de fermer les usines Louis Vuitton et des magasins. Selon l'auteur du livre Louis Vuitton, A French Saga, Gaston aurait été tellement désespéré de survivre qu'il aurait collaboré avec le régime de Vichy. Gaston aurait donné son feu vert pour réaliser des bustes commémoratifs et installa une boutique à Vichy. L'auteur clame que seule la boutique Louis Vuitton aurait eu l'autorisation de rester ouverte alors que d'autres comme Van Cleef & Arpels avaient été contraintes de fermer. Un porte-parole de la maison Louis Vuitton a réagi sur cette histoire en 2004 en déclarant « C'est de l'histoire ancienne. Nous sommes divers, tolérants et tout ce qu'une entreprise moderne devrait être. » La prise de contrôle. Après la guerre, Gaston charge ses fils Henri, Jacques et Claude de rebâtir l'entreprise. Avec l'aide de leur père,
Les fils s'assurent que de nouveaux modèles de bagages soient conçus tous les ans. Mais le business stagne à la mort de Gaston en 1970. La mode n'était plus au sac de voyage rigide et les modèles sont devenus de moins en moins populaires. Henri, Jacques et Claude se divisent sur la manière de gérer l'entreprise. Ils demandent au mari de leur sœur, Henri Racamier, de prendre les rênes. Avant cela, Henri avait fondé puis vendu une société de commerce d'acier pour un gros profit. L'homme avait un sens aigu des affaires et a fait basculer l'entreprise Louis Vuitton du commerce de gros à un commerce de détail, tout en s'ouvrant notamment au marché asiatique. En 6 ans, les ventes Louis Vuitton ont bondi de 20 millions de dollars à plus de 260 millions de dollars. C'est à ce moment-là que Henri rend l'entreprise publique. Ses actions ont été vendues après la vente de plus d'1 million d'actions. 2 mois plus tard, les cours de l'action de Louis Vuitton ont commencé à fluctuer. Les analystes avaient averti d'une baisse possible des ventes en raison de la hausse des ventes des contrefaçons. Cela n'a pas empêché Henri de continuer à faire prospérer la marque en ouvrant plusieurs magasins partout dans le monde. En 1987, Henri réussit à prouver le contraire puisque la marque atteint presque 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires et fusionne avec Moet Hennessy, une compagnie qui produit du champagne et du cognac pour former le groupe de produits de luxe, LVMH. Le but de cette fusion étant de prévenir d'une menace extérieure, d'un rachat et donc d'une prise de pouvoir. Alors que la fusion a permis à Louis Vuitton d'étendre ses investissements, Henri se retrouve mêlé à un conflit de gestion avec le président de Moet Hennessy, Alain Chevalier. Dans l'espoir de prendre le contrôle, Henri décide de s'allier à un promoteur immobilier, Bernard Arnault, avant de se rendre compte des propres ambitions de celui-ci. En effet, Bernard Arnault a fait secrètement l'acquisition d'une majorité de contrôle dans LVMH pour lui-même et a obtenu le soutien des familles Moet et Hennessy. Une bataille juridique entre Henri et Bernard s'ensuit. Les tribunaux donnent raison à Bernard Arnault et forcent Henri Racamier à se retirer. C'est à partir de là que Louis Vuitton s'est vu distancé par les autres marques de luxe et ses ventes ont considérablement chuté. Ce n'est que lorsque Louis Vuitton se remit sur les traces de son fondateur Louis, sous la direction d'Yves Carcel, en proposant des idées neuves et audacieuses, que les choses ont changé. La compagnie a invité des designers comme Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi et Manolo Blahnik à créer des sacs à main avec le monogramme de la maison à l'occasion de son 100e anniversaire. À cette époque-là, de telles collaborations étaient du jamais vu et les sacs à main n'étaient pas réellement considérés dans le monde du luxe. Pourtant, les sacs ont été bien reçus et ont remis Louis Vuitton et l'accessoire dans la compétition. 1 an plus tard, Louis Vuitton embauche le designer Marc Jacobs pour être le directeur artistique. Ce dernier a redynamisé la marque en lançant sa première ligne de prêt-à-porter, en concevant la populaire collection Vernis et en collaborant avec de célèbres artistes tels que Stephen Sprouse et Takashi Murakami. Depuis, la marque s'est étendue à la joaillerie, aux montres ou encore aux lunettes de soleil et continue de lancer des sacs iconiques. L'entreprise continue également de tout faire en interne. Les artisans doivent se former pendant 2 ans et certaines pièces nécessitent près de 300 étapes d'assemblage. Aujourd'hui, Louis Vuitton est la marque de luxe numéro 1 dans le monde et sa valeur dépasse les 30 milliards de dollars. La vraie histoire de la maison Louis Vuitton reste celle d'un adolescent fougueux, créatif et ambitieux qui a su se démarquer pour devenir le pionnier des sacs et bagages modernes et jeter les assises d'un empire valant des milliards. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.